On s'est tous fait arnaquer au moins une fois dans notre vie, que ce soit en achetant un cadeau sur Wish ou en troquant des choses entre amis. Mais certains arnaqueurs ont vraiment marqué le coup. Saviez-vous qu'une personne avait vendu la Tour Eiffel à un richissime homme d'affaires? Si vous avez envie de connaître 10 des plus gros arnaqueurs de l'histoire, suivez cette vidéo que j'ai faite pour vous. Le 6e a arnaqué l'État pour la modique somme de 1,6 milliard d'euros. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des plus gros arnaqueurs de l'histoire. Numéro 10, Charles Ponzi. Charles Ponzi est un escroc italien qui a vécu entre 1882 et 1949. Il est le concepteur du fameux mode d'escroquerie élaboré sur une chaîne d'emprunt. Cette technique est mondialement connue sous le nom de système de Ponzi, ou pyramide de Ponzi. L'escroc promet de verser de très gros intérêts à ceux qui investissent chez lui. Les investisseurs numéro 1 touchent des intérêts grâce à l'argent placé par les investisseurs numéro 2, qui touchent leur intérêt grâce à l'argent placé par les investisseurs numéro 3, etc. En fait, on paye Pierre avec l'argent de Paul. Cette pyramide fonctionne jusqu'au jour où il n'y a plus assez de nouveaux investisseurs. Charles Ponzi a élaboré cette escroquerie, mais beaucoup l'ont reproduite dans l'histoire. Comme Madoff par exemple, c'est la plus grosse arnaque financière de l'histoire. Ponzi est né en Italie mais arrive à Boston à 20 ans avec seulement 2 $ en poche. Il se fait passer pour le fils d'un Italien richissime afin d'obtenir un poste dans une banque. Il offre aux clients des intérêts 3 fois plus élevés que les autres banques en mettant en place une pyramide de Ponzi. Mais il est démasqué et part au Mexique en laissant sa femme et ses enfants. Il retourne ensuite en 1919 aux États-Unis et propose à ses clients des intérêts de 50% en 90 jours. Dénoncé aux autorités, il est condamné à de la prison puis expulsé en Italie. Numéro 9, Bernard Madoff. À côté de Bernard Madoff, Charles Ponzi est un vulgaire débutant. Bernard Madoff a adapté le système de Ponzi en beaucoup plus gros. Il a fondé une entreprise d'investissement qui était une des plus grandes sociétés de Wall Street dans les années 2000. Il avait pourtant commencé sa carrière comme simple maître nageur après avoir arrêté ses études de droit. Il a gagné sa notoriété en contribuant à la naissance du Nasdaq. Le Nasdaq est actuellement le 2e plus gros marché d'actions des États-Unis. Madoff s'est servi de sa notoriété pour monter un fonds d'investissement spéculatif, qui gardait ses comptes très secrets. Cette escroquerie a fait de son entreprise le plus gros hedge funds du monde. De faux relevés de vente et d'achat d'actions étaient envoyés aux clients. Ils étaient fabriqués par des équipes secrètes qui n'avaient aucune connaissance financière. Mais Madoff jouait sur l'apparence de son entreprise, qui avait une activité totalement légale de courtier sur le marché de Wall Street. Ainsi, sa pyramide de Ponzi se développa rapidement jusqu'à la chute des marchés financiers fin 2008. Son escroquerie portait sur plus de 70 milliards de dollars et il fut condamné à 150 ans de prison. Numéro 8, Christophe Rocancourt. Enfin un Français dans ce classement. Christophe est un énorme escroc. Dans les années 2000, il se faisait passer pour plusieurs personnes différentes, et ainsi il extorquait de l'argent à plusieurs stars. Il abusait de leur confiance pour les arnaquer. Pour cela, il lisait leur biographie et rencontrait des personnes qui les connaissaient afin de connaître un maximum de choses sur les victimes. Puis il se créait une personnalité pour matcher un maximum avec celle de la victime. Il était un boxeur un jour, un riche héritier de la famille Rockefeller un autre, un producteur de cinéma la semaine d'après, etc. Christophe Rocancourt enchaîne les arnaques, ce qui le rend très riche. Il abusait de tout le monde et disparaissait dès que des soupçons naissaient. En arrivant aux États-Unis, il ne parlait que français. Pour apprendre l'anglais, il comparait 2 bibles, une en français, l'autre en anglais. Ces arnaques ont fait de lui une célébrité et plusieurs documentaires et livres racontent son histoire. Numéro 7, Victor Lustig. Victor Lustig était ambitieux. Il est connu pour avoir vendu la Tour Eiffel, rien que ça. C'était un grand manipulateur et il a même réussi à arnaquer Al Capone. Dans les années 20, il cherche des idées afin de se faire une fortune à Paris et tombe par hasard sur un article dans le journal qui changea toute sa vie. Le journal parlait de la Tour Eiffel et du fait que la France ne pouvait pas l'entretenir après l'exposition universelle de 1889. L'État voulait la démonter et l'article finissait avec « Faut-il vendre la Tour Eiffel ?» Victor Lustig n'a pas pris cette phrase comme une simple blague. Il se camoufle en faux fonctionnaire et met au point une grosse arnaque. Il fabrique de faux papiers afin de faire croire qu'une mise aux enchères se déroule pour la vente de la Tour Eiffel. Il contacte les plus grandes entreprises de récupération de ferraille pour négocier les prix avec eux. Il a ensuite organisé des rencontres dans l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Il a finalement persuadé un client de racheter la Tour Eiffel. Après la vente, le client était humilié et a choisi de rester anonyme et de ne pas le poursuivre en justice. Numéro 6, Frank Abagnale Jr. Frank est un arnaqueur de compète. Il a inspiré le film Attrape-moi si tu peux. Son personnage est joué par Leonardo DiCaprio et le film a été un grand succès. Frank Abagnale Jr. s'inventait plusieurs vies différentes et ceci lui permettait de changer de personnalité, de nom et de carrière très rapidement et selon ses envies. Il a commencé des arnaques à l'âge de 16 ans. Il falsifiait des chèques afin de voyager partout dans le monde aux frais d'autres personnes.
Il avait quand même visité 26 pays avant ses 19 ans. En 5 ans, il a changé de personnalité et de vie 8 fois. Et ses chèques falsifiés représentaient une valeur de 3 millions d'euros. Il était pilote de ligne un jour, médecin un autre jour. Comme pilote de ligne, il a voyagé sur près de 250 vols illégalement. Il disait qu'il devait effectuer le prochain vol et donc bénéficiait des logements et repas réservés aux pilotes. Pendant un an, il se prétendait médecin. Il est même revenu avocat pendant 8 mois, en falsifiant des diplômes de Harvard. Ayant changé de vie, il est aujourd'hui consultant du FBI afin de se battre contre les fraudes. Numéro 5, Grégory Zawi. Grégory Zawi est le concepteur de l'arnaque du siècle. Cet homme n'a pas arnaqué son voisin ou son patron, mais bel et bien l'État. Grégoire Zawi a fait perdre près de 1,6 milliard d'euros à l'État en seulement un an. Il est à l'origine de la fraude à la taxe carbone en 2008. Il a été condamné à 8 ans de prison et s'est retrouvé 2 fois en cavale. Voici ce qu'il a dit à France Info. La première opération que j'ai faite, c'était en 2006 de mémoire. J'avais acheté pour 30 000 euros de quota carbone en hors taxe, sans TVA. Je les ai vendus et ils m'ont payé mes 30 000 plus la TVA. 36 000 euros en quelques secondes. La TVA n'était jamais renvoyée à l'État et Grégory en a bien profité. Dans le documentaire Netflix Les Rois de l'arnaque, il se confie et parle de son histoire et de ses souvenirs. La technique qu'il utilisait fut copiée par beaucoup de personnes et l'État a perdu des sommes astronomiques. Aujourd'hui, Grégory doit rembourser 400 euros à l'État tous les mois. Et ses dettes se comptent en millions. Il souhaite maintenant travailler dans la prévention des fraudes et mettre des systèmes en place dans l'administration, pour éviter de nouvelles arnaques similaires. Numéro 4, Alfred Sirven. Alfred Sirven est un homme d'affaires et est connu pour avoir créé un immense réseau de corruption. Il a ainsi détourné des sommes monstrueuses lorsqu'il travaillait dans une entreprise pétrolière. Voici son histoire. Il monte les échelons de l'entreprise assez rapidement et finit président d'Elf Aquitaine International. Lors de son ascension, il se construit un réseau puissant comptant des hommes politiques, des magnats des affaires et des personnes assez corrompues. Il finance par le biais de son entreprise des chefs politiques en Afrique, ainsi que leurs proches pour faire fructifier ses affaires. Ses largesses financières lui permettaient aussi d'avoir la main mise sur les lois dans certaines régions. Il écrasait ainsi ses concurrents. Il a ensuite établi plus de 300 comptes en Suisse, afin de détourner des fonds plus facilement. Démasqué, il vivait en cavale, traqué par les autorités, mais fut arrêté en 2001 aux Philippines. Numéro 3, Gilbert Chicly. Gilbert Chicly est le père des arnaques au président. Cette arnaque est de plus en plus fréquente et touche énormément d'entreprises. Tout commence par un mail à une personne de l'entreprise ayant un poste important dans la comptabilité. L'arnaqueur se fait passer pour un dirigeant haut placé ou un actionnaire. Il demande le transfert de fonds sur un autre compte. Les fonds sont envoyés sous prétexte d'un gros investissement ou d'une opération complexe. Gilbert Chicly prenait beaucoup de temps afin d'étudier en profondeur une entreprise. Cela lui permettait de paraître légitime lorsqu'il demandait de grosses sommes. Numéro 2, Van Meegeren. Van Meegeren est un talentueux peintre qui a arnaqué beaucoup de personnes dans le monde de l'art. Il est considéré comme un des plus grands arnaqueurs du monde de la peinture. Il est né aux Pays-Bas en 1889. Il a toujours voulu être un grand peintre et être admiré de tous. Malheureusement, il n'a pas connu le succès. À la même époque, les Pays-Bas connaissaient un peintre immense, Vermeer. Et celui-ci est récemment décédé. Il était reconnu de tous et chacun parlait de lui. Van Meegeren décide donc de peindre du Vermeer afin de profiter de cette vague d'enthousiasme. Il met au point plusieurs techniques afin de faire ressembler ses créations à celles de Vermeer. Il conçoit des formules physiques, des procédés et utilise des pinceaux et des toiles de l'époque de Vermeer afin de réaliser ses fausses toiles. En 1945, il se fait attraper par les autorités et passe au tribunal. Pendant son procès, on lui demande de réaliser une toile et tous sont impressionnés. Il ne fait finalement qu'1 an de prison et reste un grand nom dans le monde de l'art. Numéro 1, Anna Anderson. Anna Anderson a arnaqué tout le monde en se faisant passer pour une princesse Disney. Sa vie a même inspiré l'histoire du film Anastasia sorti en 1997. En 1918, la révolution bolchevique fait énormément de victimes dont le tsar Nicolas II de Russie. Il est resté empereur de Russie pendant plus de 80 ans. L'assassinat de la famille impériale reste longtemps un sujet de controverse. La plupart des corps de la famille sont retrouvés mais certains sont manquants. La population se demandait donc où s'étaient échappés les membres de la famille, ou qu'en avaient fait les bourreaux. Anna Anderson, qui n'avait aucun papier relevant de son identité, en a profité pour se faire passer pour la fille du tsar Nicolas II, Anastasia Romanov. Elle arrive à arnaquer la population grâce à de faux témoignages. Ce n'est qu'en 1990 que des scientifiques perçoivent l'imposture grâce à des analyses ADN. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des plus gros arnaqueurs de l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. À bientôt!